En cette première journée de printemps, également devenue Journée internationale des forêts, j'ai pris contact avec l'un des écureuils engagés dans la défense des arbres sur le tracé de l'A69, entre Toulouse et Castres. À Bruxelles, par ailleurs, actuellement, des membres du groupe national de sauvegarde des arbres sont installés dans un grand érable devant le Parlement européen. Thomas Breil, Hubac et Gibbon souhaitent alerter l'opinion publique et les élus sur les questions des droits de l'homme à l'égard des écureuils du Tarn, demander un moratoire sur l'A69 et sur les autres projets autoroutiers d'Europe, à l'heure où les parlementaires européens viennent de voter une loi sur la restauration de la nature. Des membres du GNSA ont remarqué le début de la nidification de mésanges bleus, ce qui témoignerait du début de la reproduction, à la crème arbre à Seyss, entre Toulouse et Castres. Les mésanges bleus sont une espèce protégée et d'après l'arrêté préfectoral du 1er mars 2023, qui encadre les travaux, toute intervention sur zone devrait donc cesser pour éviter de gêner cette reproduction. Pendant ce temps, Reva, lui, est toujours en haut des arbres pour les protéger. Avant l'enregistrement, il me précise qu'il n'est pas un héros. Pour l'heure, il n'est joignable que par téléphone, et c'est cet enregistrement de notre conversation, un enregistrement assez brut, que je vous propose de découvrir. Donc je suis Reva, je suis un citoyen comme tant d'autres. Je suis actuellement perché dans un arbre, dans un grand platane, sur le tracé de l'autoroute A69 pour défendre une vie plus décente et heureuse, voilà. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes perché dans ce platane ? Ça doit faire un peu plus de 40 jours que je suis dans ce platane et je suis sur ce site depuis mi-novembre avec quelques temps de repos quand même, ça et là, mais c'est un site qui a été occupé, pris par les défenseurs et défenseuses et qui a été transformé en ZAD mi-novembre. Là, nous sommes assiégés depuis le 15 février. Donc ça fait 33 jours qu'on est dans le platane et que on le défend, qu'on défend ce site et qu'on n'a pas mis le pied au sol. Donc ce site, c'est celui qu'on appelle la crème arbre ? Tout à fait, ce site s'appelle la crème arbre et il fait suite à une longue liste d'autres sites qui ont été défendus vaillamment et le site d'avant c'était Sherwood, il y a eu la Croisie, il y a eu le Bernazob, la Prade, la Bourrelier et plein d'autres. Mais tous les autres là que vous évoquez, les arbres, ils ont fini par être abattus ? Exactement. Malheureusement, tous les autres arbres ont été abattus et ce site semblait être le dernier site arboré avec vraiment des arbres à forte valeur environnementale. D'ailleurs, ce site est classé et il est classé et reconnu comme site à fort enjeu environnemental. Du coup, de ce fait, il y a normalement un certain nombre de protections qui lui sont conférées et malheureusement, on se rend compte qu'elles ne sont jamais respectées, ces lois et ces réglementations qui protègent le vivant. C'est pour ça que on est venu ici pour habiter les arbres, pour les protéger. Voilà, donc les forces de l'ordre, depuis le 15 février, nous assiègent. On est privé de nourriture. Ouais, depuis dimanche 17 mars, on est vraiment privé également de soins médicaux. Et ça fait plusieurs jours que on nous refuse des prescriptions médicales. Et non seulement ils refusent qu'on ait accès, qu'on nous achemine ces médicaments, mais en plus de ça, il y a 2 nacelles qui sont sur site, qui étaient au pied de nos arbres, puisqu'il reste plus que 2 arbres qui sont habités. On est 3 actuellement,
un chêne dans lequel il y a une femme et ce platane dans lequel il y a une femme et moi-même. Le SMUR avait jusque-là autorisation d'aller dans la nacelle. On faisait des petits bilans de santé. Nous, on descendait un petit peu dans l'arbre et eux montaient un peu en nacelle. Et ils ont décrété qu'aujourd'hui, si on avait besoin de quoi que ce soit, on était obligé, contraint, forcé de descendre au sol sans avoir de possibilité de remonter dans l'arbre. Donc c'est une forme de chantage qui est odieux, que c'est ni juste, ni humain, ni digne. Surtout quand en plus ils justifient toute leur tentative de nous déloger par le grand slogan Gendarmerie nationale, on est là pour votre sécurité. Voilà. Donc vous dites vous êtes encore 3 citoyens, citoyennes écureuils dans les arbres. Les arbres autour, ils ont été détruits ou pas ? Alors oui, en fait, normalement, ce site bénéficie du coup d'une protection particulière du fait de son classement en zone à fort enjeu environnemental. Et il n'y a aucun abattage, défrichement possible normalement avant le 1er septembre. Et là, je crois que ça doit être le 17, si je dis pas de bêtises, le 17 février, ils sont arrivés avec les bûcherons, les pelleteuses, et ils ont commencé à tout abattre. Sans que, voilà, dans l'illégalité la plus totale. En plus, à cette occasion, il y a de nombreuses et graves mises en danger qui ont été réalisées, que ce soit sur les grimpeurs de la CNAMO, l'unité de la gendarmerie qui essaie de nous déloger, mais que ce soit aussi sur les bûcherons eux-mêmes et aussi sur nous, puisque on a même dû un certain nombre de fois se délonger, donc s'enlever de ces cordes de rappel pour les dissuader d'abattre les arbres. Et il est arrivé même qu'on s'accroche avec des grappins qu'on lance dans d'autres arbres pour les sécuriser. Il est arrivé qu'on s'accroche ces cordes autour du cou pour ne pas qu'ils poursuivent les abattages, pour alerter comme on pouvait, faire vraiment tout ce qu'on pouvait pour préserver ces arbres qui n'avaient absolument aucune raison d'être abattus. Okay. Donc on est allé très loin nous dans notre engagement. Les forces de l'ordre et les bûcherons sont allés très loin dans leur mise en danger et dans leur collaboration, parce que les chefs d'inculpation au départ, c'était entrave au bon déroulé de travaux, en gros, entrave à un chantier en cours, quoi. Depuis, on a demandé des comptes à la préfecture, puisque cette parcelle était classée. La préfecture fait des pirouettes, mais n'est pas en mesure de donner de justificatif digne de ce nom, parce qu'il y a normalement tout un protocole pour pouvoir déclasser une parcelle à fort enjeu environnemental, et cette procédure n'a pas été respectée. Donc, elle n'est pas en mesure de prouver qu'elle a déclassé le site, et elle justifie cette action d'abattage d'arbres ici en disant que comme une autre parcelle voisine a été abattue il y a quelque temps de cela, de ce fait, cette parcelle à fort enjeu environnemental n'a plus aucune valeur, alors que c'est complètement absurde. C'est justement tout l'inverse qui devrait être constaté, c'est-à-dire que plus quelque chose est rare, et plus elle a de valeur. D'ailleurs, c'est un des fondements de notre économie, hein. C'est la rareté des choses qui fait leur valeur. Ça engendre malheureusement la spéculation, mais ça c'est un autre sujet. En tout cas, ce site, étant donné qu'il est encore plus isolé, qui est encore plus rare parce qu'on a des arbres multicentenaires ici, des arbres avec des cavités qui regorgent de vie, de nidification, et bien ces arbres plus que jamais sont des refuges pour tout ce qui a été rasé autour, donc ils ont encore plus de besoin de protection et de vie à protéger. Et vous, comment vous vivez dans les arbres ? Quel dispositif d'installation vous avez mis en place ? Alors, on avait construit pas mal de cabanes. On avait des vraies terrasses sur plusieurs niveaux parfois, avec dans une cabane, il y avait même un poêle à bois, des fenêtres. On avait des petits cabanons beaucoup plus petits avec juste un espace au sec. Et on avait également beaucoup de sommiers qu'on avait montés avec des bâches. Et puis on avait installé des palettes, des filets aussi pour vivre
dans les hauteurs et essayer de gagner en confort. Donc c'est beaucoup de récupération. Et puis c'est des mois, ça fait c'est 4 mois à peu près, 3-4 mois d'aménagement, d'amélioration, de préparation. Et on s'était préparé à un siège, puisque ça avait déjà été vécu sur 2 sites auparavant, mais c'est des sièges qui avaient duré entre 24 heures et 3 jours maximum. À la suite de ça, il y avait eu des ravitaillements qui étaient rendus possibles tous les soirs. Et là, c'est la première fois qu'on a un mois de siège, suite à une bonne semaine de répression policière avec beaucoup de gaz lacrymogène, beaucoup de violence, et c'était très fatigant, stressant. Et donc tout ce mois qui a été qui s'est écoulé là dans les arbres, il a été très intense, très fatigant, puisque pendant tout ce mois, il y a la CNAMO qui a tenté de nous déloger. C'est quoi la CNAMO, pardon? La CNAMO, c'est une unité spécifique à la gendarmerie qui est spécialisée pour intervenir en grimpe. Donc ils ont du matériel d'escalade, de grimpe, et ils interviennent pour déloger les manifestants et manifestantes quand il y a besoin d'escalader, de grimper. Et pourquoi ils n'ont pas réussi à vous déloger? Alors ils n'ont pas réussi à nous déloger parce que on est assez rapide, assez déterminé, assez soudé, qu'on connaît bien les arbres, et c'est pas forcément leur cas. C'est très particulier de se déplacer dans un arbre, et ils sont moins à l'aise avec ça. Et également, eux, quand même, il faut le dire, ils ont des protocoles au niveau de la sécurité, et du coup, ça les ralentit. Alors que nous, on peut jouer avec les règles de sécurité. C'est notre sécurité qu'on met en danger, mais ça nous permet de gagner beaucoup de temps à certains moments qui sont cruciaux. Ça a été des épisodes vraiment extrêmement fatigants, puisque du matin au soir, ils tentaient des assauts à l'aide de une puis 2 nacelles, à essayer de nous bloquer, de nous isoler, de couper. On avait des tyroliennes qui reliaient les arbres, donc ils ont essayé de couper tous ces liens pour qu'on soit isolé, et on se prêtait main forte comme ça au maximum. Quand un arbre était attaqué, on fonçait tous et toutes sur cet arbre pour essayer de le protéger à plusieurs, et on s'est donné la main tous pour être solidaires et maintenir les troupes de défenseurs et de défenseuses dans les arbres le plus longtemps possible. Finalement, ils ont réussi quand même à attraper quelques personnes, pas tant que ça. Il y a eu un certain nombre d'abandons à cause de problèmes de santé aussi, de fatigue aussi. Et puis la préfecture avait annoncé initialement qu'on était 8. Ça faisait déjà plusieurs semaines qu'ils nous espionnaient. Il y a 2 blindés, notamment Centaure, qui sont capables de beaucoup d'espionnage, qui sont équipés de vision thermique, de vision nocturne, et de multiples gadgets technologiques. Et donc ils avaient toutes les informations sur nous, et malgré tout la préfecture a colporté beaucoup de mensonges pour essayer de minimiser notre action et de la réduire au maximum à néant. Force est de constater que on est beaucoup plus que 8, et qu'aujourd'hui on reste 3 dans les arbres, et donc voilà, il y a à peu près un peu plus de 15 personnes qui ont rejoint le sol depuis le début. Donc voilà, on était une petite vingtaine. Et du coup, en termes de ravitaillement, il y a des difficultés pour vous ravitailler? Ah oui, alors en un mois, on a reçu un seul ravitaillement. Amené par les avocates? Voilà, parce que ce sont les avocates qui nous ont amené ces vivres. C'est arrivé au moment où il y a un référé qui était déposé au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, et donc le temps que ce soit
traité. Ils nous ont laissé passer un ravitaillement, mais qui était assez maigre, puisque sur 3 sacs, il y en avait un qui était de chaussettes, de vêtements chauds, puisque Namo, en fait, comme ils n'arrivaient pas à nous déloger, ils ont saccagé tous nos couchages, ils ont coupé tous les sacs de vivres, l'eau, nos bâches, tout ce qui pouvait nous permettre d'être en sécurité. En réalité, ils l'ont détruit, démoli, pour que, de fait d'hypothermie, de découragement, on rejoigne le sol. Mais heureusement, on avait anticipé ce genre d'agissement et on avait mis de côté des hamacs. Donc on a pu aller après toutes ces destructions, on a pu aller reconstruire des petits nids pas très douillets, mais qui nous ont permis ensuite qui nous ont permis de temporiser, puisque quand on a eu plusieurs fois la possibilité, on s'est fait des missions commando et on a de nuit grimpé d'arbre en arbre pour aller retrouver du matériel dans des arbres qui avaient été délogés, puisqu'il restait un sommier à droite, une bâche à gauche, quelques mètres de corde ça et là. Et donc voilà, on a essayé de récupérer tout ce qu'on pouvait dans les arbres délogés, et on a pu aujourd'hui là se reconstruire des couchages plus confortables. Mais et vous êtes prémunis de la pluie? Pendant un certain nombre de nuits, non, on prenait la pluie parce qu'on avait des bâches qui étaient lacérées pour certaines et qui on a eu, ils ont fait des interventions juste avant un coup de vent, et donc on s'est retrouvé bien embêtés parce qu'ils espéraient du coup qu'on ait peur de qu'on attrape froid, qu'on tombe en hypothermie et qu'on rejoigne le sol par peur de la tempête qui arrivait. Ils avaient déjà fait le coup sur un autre site. Le jour du coup de vent, ils sont intervenus, et donc là, rebelote, on a pris un peu l'eau, mais voilà, le lendemain ou le surlendemain, on est allé récupérer un petit peu de bâches et de sommiers, de cordage dans les autres arbres, et ça nous a permis de nous mettre à l'abri. Aujourd'hui, on est à l'abri maintenant. Bon, avec les intempéries, on a eu vraiment une météo très très difficile, très éprouvante. Avec il y a eu beaucoup de coups de vent, beaucoup de pluie, et on a toutes nos bâches, beaucoup de bâches qui ont cédé avec le vent, qui se sont ouvertes. Donc là, on tient bon. Je pense que le gros des coups de vent est passé. On espère que les bâches tiendront encore longtemps. Vous écoutez le magazine de la rédaction sur les radios Air d'Otan et Air d'Otan-Gaillac. Par rapport à la nuit, du coup, comment ça se passe? Vous arrivez à dormir? C'est assez calme? Ouais, alors ça a été assez fou, parce que en fait les premières nuits, ils ont fait intervenir une unité sûrement qui était déjà intervenue sur le site de Sherwood, et on s'est retrouvé avec je sais pas combien ils étaient, peut-être une vingtaine, une trentaine de gendarmes qui ont hurlé toute la nuit, qui ont tapé sur des tôles, sifflé. Ils ont tout fait pour nous nuire, pour nous priver de sommeil. Et voilà, régulièrement pendant les premières nuits, ils essayaient de nous affaiblir, de nous humilier, de nous fatiguer. C'était lunaire comme scène. Notamment, ils utilisaient beaucoup les lampes stroboscopiques. Et ça, c'est très dangereux, puisque ça peut déclencher des crises d'épilepsie. Et moi, je leur ai annoncé un soir, alors qu'ils m'éclairaient avec une lampe stroboscopique, que j'étais épileptique et que ça pouvait me déclencher une crise. Et à la fin de ma phrase, j'avais plus une lampe braquée sur moi, mais j'en avais 3 ou 4 qui me harcelaient, et c'est odieux d'imaginer que les forces de l'ordre, qui sont là pour notre sécurité, notre sûreté, pour l'intérêt public, qui sont payés avec nos impôts, sont capables de tels agissements. Donc c'est pas des actes isolés, c'est des ordres qui ont été passés
pour nous affaiblir, et ça, j'aurais du mal à m'en remettre de ce constat, quoi. Et du coup, vos journées, elles passent comment? Nos journées, elles sont généralement très longues, puisque les assauts sont très éprouvants, puisqu'on n'est jamais tranquille. Déjà, la nuit, oui, j'ai pas précisé, mais la nuit, il y a 2 rampes de projecteurs très puissants qui nous éclairent toute la nuit, avec des gros générateurs qui tournent, donc ça fait du bruit. Les oiseaux, du coup, ils savent plus si c'est le jour ou la nuit, donc ils sifflent tout le temps. À la limite, ça fait du bien, mais il y a rien de normal en fait. Et on est toujours prêt à ce qu'ils interviennent de jour comme de nuit. On est toujours sur le qui-vive, et on est à peine remis de sa journée qu'on a déjà l'appréhension de à quelle heure ils vont arriver, qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils vont peut-être se mettre sur telle tyrolienne ou sur tel arbre. Ils vont utiliser telle nacelle. Est-ce qu'ils vont et donc c'est très fatigant. C'est des journées interminables. Et encore plus quand on voit l'inhumanité qu'incarnent les forces de l'ordre. Et j'avais jamais vu ça de ma vie. Et j'ai toujours eu une énorme confiance et un profond respect pour les forces de l'ordre. Et là, j'avoue que je tombe vraiment de haut et je suis déçu à un point qu'il est difficile de connaître, quoi. Et les journées, là depuis une semaine, on a un facilitateur qui a été désigné par les forces de l'ordre et qui, de ce qu'il nous a dit, essaie de faciliter la sortie de crise. Donc il a bien reconnu qu'on était dans une situation de crise. Je l'ai alerté sur le fait que on risquait d'entrer dans une situation dramatique, puisque en fait toute cette fatigue accumulée, ce manque de sommeil, du fait de la privation, du fait du harcèlement, du fait des assauts, du fait du rationnement en nourriture, ça engendre des altérations importantes dans notre concentration, et des mises en danger involontaires de notre part, où on croit qu'on s'est bien accroché mais on l'est pas, où on pense être en sécurité mais on l'est pas. Donc il y a eu des frayeurs, et on espère vraiment que on évitera d'arriver au stade du drame pour pouvoir obtenir ce que l'on demande ici, à savoir un moratoire sur le projet de l'autoroute, le temps que la justice puisse juger le recours sur le fond, donc l'utilité vraiment du projet d'autoroute. Et du coup, au sol, vous avez des soutiens, il y a des citoyens et des citoyennes qui viennent régulièrement? Ah oui, alors ça c'est la partie dont on parle trop peu, mais c'est une partie incroyable. Toutes ces personnes qui étaient de la ZAD, donc qui étaient au sol, et pas seulement. Il y a beaucoup de soutien qui vient régulièrement nous voir jour et nuit. Il y a une petite vigie qui est à une centaine de mètres de nos arbres, et qui s'assure qu'il n'y ait pas de mauvais agissement des forces de l'ordre, qui nous prévient en cas d'arrivée de véhicules. Dès que les baudriers de la CNAMO arrivent, on est alerté. Et donc ça, c'est une aide très précieuse qui fait gagner un petit peu en confort, en repos mental et physique, et qui fait gagner un peu de temps si jamais il y a une alerte. C'est toujours 30 secondes, 1 minute pour pouvoir s'équiper, se mettre sur la bonne corde de rappel, voir d'où ça vient, où ça va, et puis réagir en conséquence. Donc c'est des personnes vraiment incroyables, et là il y a eu depuis maintenant quelques jours, il y a des personnes qui essaient de nous ravitailler, qui essaient de percer dans des forces de l'ordre, et qui à chaque fois se font plaquer, parfois très violemment, de façon absolument disproportionnée et injuste. Et là hier elles sont venus en relativement grand nombre. Ils étaient à peu près une 60aine, avec notamment l'appui merveilleux de la Confédération paysanne, qui se joint à notre mouvement de façon plus affichée maintenant, puisqu'on défend aujourd'hui également les
terres agricoles, il y a 360 hectares de terres agricoles qui risqueraient d'être détruites si on n'arrêtait pas ce projet. Donc les paysans et paysannes nous ont rejoints et ils se sont tous et toutes donné la main et ils ont progressé vers nous et chaque pas de l'un confortait l'autre dans le pas qu'il allait faire et ils ont avancé comme ça jusqu'à l'aplomb de nos pieds. Et là, on a réussi à très rapidement envoyer une corde. Là, ça a commencé à dégénérer. Ils ont eu le temps de nous accrocher un petit sac. Alors, ils en avaient plein. Hein, il y avait plein de vivres. Ils avaient plein de personnes qui ont essayé de les percer. Ils se sont tous et toutes fait attraper. Mais il y en a une de ces personnes qui a réussi à clipper sur mon mousqueton un petit sac et on a pu récupérer comme ça 3 oranges et puis quelques bricoles. C'est pas grand chose et des noisettes. Il y avait quand même des noisettes et ça fait plaisir. Donc c'est pas grand chose, mais ça remonte le moral et puis ça prouve surtout que en fait si on y va ensemble, si on se donne la main, on peut faire des choses absolument merveilleuses et briser cette hypocrisie et ce passage en force systématique de l'État et des sociétés privées, peu importe nos intérêts à nos citoyens citoyennes, peu importe le coût environnemental tant que s'y retrouve. Donc voilà, là elles ont pu dire non, ça suffit. Maintenant, on veut vivre et je leur en suis vraiment très reconnaissant et c'était admirable, c'était très très beau comme acte, c'était très fort. Du côté de Lavore, apparemment il y a la voie ferrée qui passe près de la Crème-Arbre. Du coup, les trains ont du retard, tout ça. Parfois, les gens s'en plaignent et du coup, la SNCF dit que c'est parce qu'il y a des zadistes sur la voie. Est-ce que vous pouvez nous raconter, vous, vu d'en haut, qu'est-ce qui se passe sur cette voie ferrée ? Ouais. Alors, en fait, c'est très simple. Ça, c'est cette histoire de train qui ne circule pas ou mal. C'est une énorme manipulation de la préfecture, puisque on a un certain nombre de conducteurs et de conductrices de train qui nous saluent à chaque fois qu'ils passent. On les applaudit. Il y a même eu des aides d'honneur. En fait, le train, c'est ce qu'on défend. Et je ne vois pas pourquoi ni comment on pourrait nous être accusé d'entraver le libre passage du train. On a plein d'éléments qui le prouvent. On a fait des photos, des vidéos. Il est arrivé de nombreuses fois que nous on soit sur la voie publique, dans les champs, et qu'il n'y ait aucune entrave au passage du train, et que les forces de l'ordre soient sur les rails. Je suis en contact régulièrement avec justement une conductrice de cette ligne qui nous dit qu'elle ne comprend pas et qu'elle pense qu'il y a des amalgames. Il arrive qu'il y ait des actes de vandalisme sur toutes les lignes. C'est quelque chose qui malheureusement arrive, mais c'est des actes qui sont pas forcément sur ces zones géographiques ici de la ZAD. C'est plutôt de ce que j'ai entendu dire vers Mazamet qu'il y a eu des problèmes et à d'autres endroits, mais c'est pas du tout sur cette zone géographique. Et ce serait pas dans notre intérêt, ce serait complètement idiot de notre part de faire ça. Donc de ce que l'on pense et puis de ce que disent les conducteurs et conductrices de train, c'est un amalgame qui est ici d'une volonté de manipuler, et ça c'est très dangereux, et on est vraiment désolé pour les usagères du train, parce que le train, c'est ça qu'on défend en fait. Il y a une voie ferrée qui mérite d'être améliorée et rendue plus performante. Justement, cette alternative à l'autoroute, ça fait partie des projets d'améliorer, de rendre plus performant la voie ferrée. Donc je pense qu'il y a beaucoup de manipulation plutôt que des mauvais agissements de notre part. Merci beaucoup pour votre témoignage. Voici la fin de cette émission. Pour rappel, il est possible de se rendre à la Crème-Arbre à Saïs. Plus d'informations sur les réseaux sociaux du collectif La Voix est libre et du GNSA. À très bientôt sur nos ondes de Air d'Otan et Air d'Otan Gaillac.